Bonjour à tous. Il est 13 h à Abidjan. Bienvenue dans votre journal. Je vous donne les titres tout de suite. Cela fait 100 jours que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à la tête du gouvernement ivoirien. Un premier bilan s'impose ce soir après le journal télévisé de 20 h, une émission spéciale, mais avant les grandes lignes dans ce 13 h. Aujourd'hui, jeudi 27 avril, c'est la journée internationale des jeunes filles et des femmes dans les TIC. Le gouvernement ivoirien les encourage à envisager une carrière dans le secteur du numérique. Et puis l'ancien président tchadien Hissène Habré, définitivement condamné à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Le verdict est tombé ce jeudi depuis le Sénégal. Tout d'abord, cette audience que le vice-président a accordée à une délégation du groupe France Média Monde au centre des échanges, la couverture médiatique des événements et le renforcement de la coopération. Le compte-rendu d'Awa Touré. Le groupe France Média Monde, qui regroupe RFI, France 24 et Monte Carlo Doualia, est à Abidjan pour une large couverture du 10e festival des musiques urbaines d'Anoumambo. La présidente directrice générale de cette Société nationale de programme, Marie-Christine Saragosse, est venue saluer le vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'occasion aussi d'aborder avec lui des questions liées notamment à l'audiovisuel. Nous avons détaillé un peu cette grosse couverture du FEMUA que nous mettons en place avec couleur tropicale. Également, c'est les 20 ans d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez qui a fait 2 émissions spéciales ici. Nous lançons RFI Challenge Applique pour l'éducation des filles et le numérique. Nous avons aussi parlé de notre présence ici, puisque vous savez qu'on a des FM, on a parlé de notre rédaction en langue mandingue. Nous avons parlé de la TNT, nous avons parlé de coopération et c'était très fructueux. Depuis le début de l'année, on a dû faire déjà 200 reportages sur RFI. France 24 est très présente aussi. Et d'ailleurs, les auditeurs et les téléspectateurs ivoiriens sont parmi les plus fidèles et j'en profite pour les remercier parce qu'ils nous suivent avec une fidélité incroyable. Ils sont toujours plus nombreux et sur le numérique aussi. Donc on suit tous les événements, on se prépare au jeu de la francophonie qui est un moment important, très, très important pour toute la jeunesse francophone du monde. Donc on sera là. France Média Monde, anciennement l'audiovisuel extérieur de la France, a été créé en 2008 pour superviser et coordonner les activités des radios et télévisions publiques détenues par l'État français et ayant une diffusion internationale. Daniel Kablan-Duncan, vice-président depuis le 10 janvier dernier, il a été remplacé au même moment par Amadou Gon Coulibaly à la tête du gouvernement. Aujourd'hui, cela fait 100 jours, jour pour jour, qu'Amadou Gon Coulibaly s'est vu confier les clés du Premier ministère. 100 jours après, un bilan. La RTI revient sur les grands moments et les actes forts posés par le gouvernement Amadou Gon Coulibaly dans une émission spéciale ce soir à 20h45. Mais avant, les grandes lignes avec Godefroy Okambawa et Alexis Ouedraogo. Ambiance particulière ce mercredi à la RTI. Dans le ballet d'officiels, responsables d'institutions, membres du gouvernement, un invité spécial est attendu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 100 jours déjà qu'il est à la tête du gouvernement. Pour son premier grand oral, Amadou Gon Coulibaly est face à nos caméras. 90 minutes à répondre aux questions sur le développement, la diplomatie, les infrastructures ou encore l'économie. Face à lui, 3 journalistes, David Mobio et Adama Kone de la RTI et Agnès Crédit du groupe Fraternité Matin. Je peux dire donc aux Ivoiriens que le gouvernement dont j'ai la charge, sous l'autorité donc du chef de l'État, est prêt à créer donc les conditions pour leur épanouissement, pour que tous ceux qui veulent se battre et réussir puissent se battre et réussir dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça, je peux donner l'engagement que le gouvernement que je dirige va travailler à cela. Il travaillera donc à améliorer le quotidien des Ivoiriens quant à leur accès aux services de base. Il travaillera quotidiennement à faire en sorte que la transformation de l'économie ivoirienne que nous souhaitons, que nous l'ayons, que nous ayons un grand pays industriel demain, que nous ayons donc des milliers d'emplois qui soient créés pour les jeunes et les femmes. Je leur donne l'assurance que sous l'autorité du président, le gouvernement que je dirige travaillera à cela. Un entretien suivi avec intérêt par les membres du gouvernement.
Beaucoup d'espoir et une bonne maîtrise des dossiers par le Premier ministre, des réponses précises et des solutions concrètes donc, aux problèmes vécus par nos populations, par nos concitoyens. C'est très encourageant. Je suis fier en tout cas d'être membre de ce gouvernement, de travailler avec un Premier ministre qui maîtrise bien ces dossiers et qui sait où il va. On a pu noter la détermination, non seulement du Premier ministre, mais du gouvernement, à s'en tenir, à travailler pour la stabilité de ce pays, sécuriser le développement de ce pays, améliorer le quotidien des Ivoiriens et surtout que la paix et la sécurité règnent. Au bout des 100 jours, il a démontré aux Ivoiriens qu'il maîtrise, n'est-ce pas, le sujet. Et nous pensons que les 100 prochains jours seront encore meilleurs, mais surtout meilleurs dans la possibilité aux Ivoiriens de s'approprier la croissance. Pour tout savoir des 100 premiers jours d'Amadou Gon Coulibaly à la tête du gouvernement, la RTI vous donne rendez-vous ce soir dès 20h50 après le journal de 20h. Nous avons un pays solide, respecté dans le monde. Message du Premier ministre. Ce soir, donc à 20h45, l'intégralité de cette émission qui fait le point des 100 jours d'Amadou Gon Coulibaly à la tête du gouvernement. C'est la journée internationale des jeunes filles et des femmes dans les TIC. C'est une initiative de l'Union internationale des télécommunications. L'objectif de cette journée est de créer un mouvement international qui encourage les jeunes filles et les jeunes femmes à envisager une carrière dans le secteur du numérique. Le message du gouvernement est traité par Ami Sissoko. Dans les 10 prochaines années, 80% des métiers et emplois nécessiteront un minimum de connaissances des technologies du numérique. En Côte d'Ivoire, en 2016, la gente féminine ne représentait que 36% des employés du secteur du numérique. Pour impliquer davantage les jeunes filles et les jeunes femmes du monde entier dans le numérique, la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC est commémorée le 4e jeudi du mois d'avril de chaque année. Cette journée a été instituée en 2010 par l'Union internationale des télécommunications UIT, dont la Côte d'Ivoire est membre. Il nous faut donc étendre le vivier de compétences technologiques en y intégrant davantage de femmes qualifiées dans le domaine du numérique. Pour cela, il faut investir dès à présent dans la formation des jeunes filles et des jeunes femmes au TIC et au métier du numérique. Les TIC, outils de développement socio-économique de la jeune fille en Côte d'Ivoire. C'est ce concept qui guidera les actions du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. En éduquant mieux et plus longuement ces filles, notre pays fera face plus aisément au déficit de compétences qu'il connaît et donnera plus d'opportunités aux générations futures. En effet, une fille éduquée, c'est la certitude d'avoir plus tard une femme plus épanouie qui donnera à ses enfants de meilleures conditions d'apprentissage et de vie. L'ambition du ministre Bruno Nabagno-Koné, permettre aux jeunes filles et jeunes femmes de toutes les couches sociales de bénéficier d'une formation dans les métiers du numérique. À ce titre, cette jeune fille, cette jeune femme deviendra une ambassadrice du numérique dans sa région, ce qui lui permettra de développer l'esprit entrepreneurial dans les TIC auprès de sa communauté, permettant ainsi à cette communauté de produire plus et mieux, d'améliorer ses conditions de vie, bref, de mieux se porter. Bruno Nabagno-Koné invite donc l'ensemble des acteurs du secteur du numérique à œuvrer davantage pour l'éducation et l'autonomisation de la jeune fille. Et puis cette bonne nouvelle, 1 million de ménages ivoiriens bientôt électrifiés. C'est un projet du gouvernement ivoirien. Le projet bénéficie maintenant de l'appui du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Adama Koné était à Washington, son reportage. Siège de la Banque mondiale à Washington aux États-Unis. Signature de convention entre le vice-président de l'institution et le ministre de l'économie et des finances. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'assure de la conformité des termes. Tout est parfait, alors chaude poignée de main. L'intention du conseil d'administration de la Banque mondiale d'appuyer le projet d'électrification de la Côte d'Ivoire se transforme ainsi en engagement concret. Je viens de signer tout de suite avec les autorités ivoiriennes des projets qui sont liés à l'énergie. Ce sont des projets qui aideront justement
à étendre l'accès à l'énergie, à améliorer le fonctionnement de la société de distribution. Et cela est un élément essentiel pour la croissance et surtout pour la diversification de l'économie ivoirienne. Le pays peut se lancer donc dans la mobilisation des 325 millions de dollars, soit plus de 195 milliards de francs CFA. L'argent doit servir à renforcer le dispositif énergétique de la Côte d'Ivoire, assurer une bonne distribution du courant et faciliter l'accès aux couches sociales modestes à l'électricité. Sur ce dernier point, il s'agit de faire en sorte que les populations disposant d'infrastructures électriques puissent effectivement accéder aux services d'électricité. Le prêt de la Banque mondiale permettra à ces ménages de se raccorder au réseau à 1 000 francs CFA contre 100 000 francs CFA auparavant. Sur les 5 prochaines années donc, ce sont 1 million de foyers à faible revenu qui sortiront de l'obscurité. La première édition des partenariats économiques sénégalo-ivoiriens pour l'intégration se déroule en ce moment même à Abidjan. Une centaine d'opérateurs économiques des deux pays prennent part à cette activité consacrée au commerce et à l'investissement. On fait le point avec la Ciné Bakayoko. Ce partenariat économique ivoiro-sénégalais, une exigence de l'intégration régionale ouest-africaine. En construisant une coopération plus structurée, les parties ambitionnent de consolider leur leadership. La mise en place d'un cadre approprié de dialogue entre les entreprises ivoiriennes et sénégalaises renforcera la confiance mutuelle et la solidarité entre les acteurs publics et privés des deux pays. Le renforcement des liens économiques entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal comme moyen de booster l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest est un acte, en notre sens, de bon sens. Avec un soubassement bien dosé, la Côte d'Ivoire et le Sénégal avancent sur un chantier prometteur. En 2016, le volume des échanges entre Abidjan et Dakar se chiffre à 153 milliards de francs CFA. Les exportations ivoiriennes portent essentiellement sur les produits de l'agriculture, de l'agro-industrie et du bois. Quant au Sénégal, ses exportations vers la Côte d'Ivoire tournent principalement autour des produits alimentaires et des biens intermédiaires, tels le fer et l'acier. Des opportunités à saisir pour les opérateurs économiques ivoiriens. Nous allons aujourd'hui, dans le cadre de notre plan stratégique, accompagner nos entreprises à accéder à plusieurs marchés, à des marchés plus importants. C'est en cela que notre patronat est activement impliqué dans l'organisation de cette rencontre. Ce forum bilatéral ivoiro-sénégalais d'Abidjan devrait également s'intéresser aux problèmes liés aux barrières protectionnistes qui freinent les investissements privés entre les deux pays. Et pour être complet sur cette actualité, ajoutons que les transactions financières par mobile entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal s'élèvent à 10 milliards de francs CFA. On s'intéresse maintenant à la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire gagne 5,5 places et se positionne à la 81e place sur 180 pays en 2017, selon Reporters sans frontières qui a rendu public son rapport hier. On fait le point avec Herman Guivé. Une carte du monde, et pas n'importe laquelle. Elle représente le classement mondial de la liberté de la presse 2017, tel qu'établi par Reporters sans frontières. Le rouge pour les pays en situation difficile, le noir pour ceux en situation extrêmement difficile, l'orange et le blanc pour les pays qui connaissent une situation plutôt bonne. De façon générale, le rapport est alarmant. Pour Reporters sans frontières, la liberté de la presse n'a jamais été aussi menacée. Conclusion, il ne fait pas bon d'être journaliste dans certains pays du continent. La Côte d'Ivoire se situe dans le voyant orange. Nul besoin de s'alarmer. Le pays a même gagné 5 points selon le dernier classement mondial, 81e place pour 2017 contre 86e place en 2016. Quand on compare la Côte d'Ivoire à certains pays, par exemple la Côte d'Ivoire est classée, mieux placée par rapport à certains pays émergents comme le Brésil. La Côte d'Ivoire est classée avant le Brésil qui doit être autour de la 141e place si mes souvenirs sont bons et de plusieurs grands pays émergents. Les conditions, c'est surtout tout l'environnement qui entoure l'exercice de la profession, qui permet à toute personne qui remplit les critères d'ouvrir un journal quand il veut et comme il veut, mais en restant toujours encadré dans les dispositifs législatifs. Toujours selon ce rapport,
Certains pays sont restés fidèles à leur addiction prononcée pour le bâillonnement de la liberté de la presse en Afrique. Des pays comme le Cameroun, l'Angola, le Mali, la République démocratique du Congo, le Tchad et le Burundi, pour ne citer que ceux-là, sont fichés rouges. La Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Soudan, l'Égypte, zone obscure. Au Cameroun, une affaire fait grand bruit en ce moment. Ahmed Haba, correspondant en langue locale pour une chaîne étrangère, condamné à 10 ans de prison, reconnu coupable de non-dénonciation d'actes terroristes et de blanchiment du produit d'un acte terroriste. Le pays est 126e sur 180 au classement 2016. Pour 2017, il perd 4 points et occupe le 130e rang sur les 180 pays figurant au classement mondial de la liberté de la presse. De façon générale, la presse dans son ensemble est de plus en plus soumise au contrepoids politique. Au chapitre santé, on va parler de la mortalité infantile. Pour éviter cette situation, le gouvernement ivoirien a mis en place le système de mentorat des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Le système de mentorat est un projet qui s'étendra sur une période de 3 ans et consiste à faire appel à des sages-femmes retraitées mais qualifiées pour appuyer celles qui sont encore sur le terrain afin d'améliorer le taux de mortalité maternelle et infantile. On fait le point avec Davis Oyo et Konaté Moussa. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. Le mécontentement des populations dans la commune de Mahakouri suite à la mort d'une femme enceinte dans une maternité. Ce décès aurait été dû à la négligence d'une sage-femme. Plus d'1 an après, ce triste événement est encore présent dans les esprits. Le comportement des sages-femmes, toujours décrié par les populations. Elles ne sont pas vraiment du tout gentilles avec les femmes qui viennent accoucher. On le voit souvent dans leurs paroles, dans leurs actions. Et ça crée encore beaucoup plus de mal aux femmes qui viennent enfanter, qui viennent accoucher. Quand on va dans les hôpitaux et autres, elles sont tout le temps agressives. Voilà, donc la courtoisie, un peu, ça peut aider. Voilà. Quand une femme s'en va accoucher, souvent comme ça, là, elle souffre. Et puis elles sont en train de regarder la télé et causent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de considération. Vis-à-vis du comportement des sages-femmes dans les maternités, je trouve que ça s'est amélioré. Voilà, parce que maintenant les femmes accouchent bien. Ils sont arrivés la nuit, mais en tout cas, elles étaient gentilles à moi. Elles sont restées à moi jusqu'à quand j'ai accouché. Elles m'ont bien traité là-bas. Conscients des reproches faits par les populations, les responsables de la santé décident d'agir. Dans les maternités, de nouveaux modes de fonctionnement sont adoptés pour améliorer la qualité du service. À l'hôpital général de Mahakouri, le médecin-chef dévoile sa méthode de travail. Nous avons remis à l'entrée de l'hôpital les soins aux nouveau-nés, vers le fond des consultations prénatales. Et après les consultations prénatales que nous suivons selon le programme de la santé de la mère, les 4 consultations prénatales obligatoires, puis l'analyse et la conduite des femmes vers la salle d'accouchement. Le contact se passe bien. En majorité, les consignes sont respectées par nos patientes, puisque nous faisons la communication pour le changement de comportement. Donc, elles suivent les conseils et elles respectent nos consignes. Selon la dernière étude diligentée par l'enquête démographique et de santé EDS, de 2008 à 2012, l'on enregistre 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, 38 décès de nouveau-nés et 108 décès infantiles pour 1000 naissances vivantes. Ces chiffres inquiètent. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique engage de nouvelles stratégies. Un nouveau système voit le jour, le mentorat. Ce système de mentorat fait appel à des sages-femmes qualifiées qui sont à la retraite, qui sont encore vaillantes, qu'on peut utiliser pour appuyer sur le terrain nos sages-femmes qui sont en fonction. Le taux de mortalité maternelle infantile ne fléchit pas aussi vite que nous l'avons souhaité par rapport à tout ce que nous avons pu mettre à disposition de ces maternités et de ces centres de santé. Donc nous avons retouché les curricula au niveau de l'INFAS. Nous avons donc décidé que désormais les diplômes ne seraient remis qu'après une période de stage, ce qui ne se faisait plus. Voilà, et que ces stages-là seraient validés aussi bien par l'autorité que par le chef de service où se trouveront donc ces étudiantes. Les mentors désormais mis à contribution. Ces anciennes sages-femmes entendent partager leurs expériences avec leurs cadettes. Il faut atteindre l'idéal. Et s'il y a un souci, je pense que les anciens sont les mieux placés pour aider les plus jeunes. Et nous avons
fort apprécié cette initiative. La santé de la mère et de l'enfant, une préoccupation également pour plusieurs organisations, dont l'UNICEF, l'UNFPA et l'OMS. Elles promettent leur soutien technique et financier, aussi de faire du système mentorat un exemple d'école, afin de réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le système de mentorat, comment il fonctionne, la rédaction de RTI 1 vous proposera un élément là-dessus dans les prochains jours. Sachez que nous sommes en pleine semaine africaine de la vaccination. Le gouvernement ivoirien invite les populations à faire vacciner leurs enfants. La campagne de vaccination protège les enfants contre 11 maladies. Concernant les maladies cardiovasculaires et pulmonaires, l'ONG Action Cœur et Poumons a décidé de soulager les populations de Grand Bérébi. Elle vient d'initier une journée de sensibilisation contre les maladies cardiovasculaires. On fait le point avec Thérèse Tapeyoboué. Ils sont venus de tous les quartiers de Grand Bérébi, hommes, femmes, personnes du troisième âge, même les tout petits, pour prendre part à cette journée de sensibilisation et de consultation gratuite contre les maladies cardiovasculaires et pulmonaires initiée par l'ONG Action Cœur et Poumons. Ces actions visent, selon la présidente de l'ONG, à donner des informations vraies sur les risques auxquels s'exposent les populations par ignorance. Concernant le problème de l'hypertension, c'est le sel qui est le premier facteur de risque. Il faut éviter de manger trop salé. Et pour cela, on conseille de cuire les aliments avant de mettre le sel après. Et on conseille même de privilégier les légumes et les fruits. Le sport, effectivement, c'est une pratique qui permet de faire une prévention de ces maladies chroniques telles que l'hypertension. Ces séances de consultation gratuites qui se sont déroulées au Centre culturel de Grand Bérébi ont permis aux populations de connaître leur état de santé. Quand j'ai appris que l'ONG devait venir ici, alors j'ai tout fait pour être là, pour écouter un peu les conseils. Le sous-préfet de Grand Bérébi a demandé aux populations de continuer de fréquenter régulièrement le centre de santé sans attendre d'être malade pour prévenir tout risque de maladie. Sachez, pour terminer avec le chapitre santé, qu'en Côte d'Ivoire, 15 Ivoiriens sur 100 meurent chaque année de maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Dans l'actualité politique, les pré-congrès du RDR s'ouvrent ce jeudi et demain le lancement officiel pour prendre fin le 30 avril. C'est un rassemblement placé sous le sceau de la reconquête des cœurs des militants. Déjà, le point de la rencontre des secrétaires de section avec Massokone et Sidonie Davila. Toujours le même message devant les différents responsables et les structures du Rassemblement des Républicains, l'organisation du pré-congrès. Face aux responsables du comité d'organisation, les commissaires politiques et les secrétaires de section du parti. Les militants sont démobilisés et nous pensons que ces pré-congrès viendront naturellement nous apporter ces solutions pour que nous puissions nous parler entre nous, responsables. Au congrès, ces mêmes difficultés seront encore mises sur la table et nous attendons que les promesses que le parti nous fera soient tenues. Des échanges qui n'ont pas laissé Adama Bictogo indifférent. Ils ont besoin que la proximité soit beaucoup plus soutenue. Et nous avons pris note et nous adhérons. Les militants vont s'approprier eux-mêmes la gestion de parti et que la solidarité qui a été le socle, l'élément fort de notre parti, retrouve toute sa plénitude, toute sa place. Les pré-congrès sont prévus du 27 au 30 avril prochain dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et les différentes communes du district d'Abidjan. L'actualité, c'est aussi le Salon international du tourisme d'Abidjan qui s'ouvre demain. À la veille de l'événement, Côte d'Ivoire Tourisme rassure les visiteurs que les travaux sont achevés à 99%. On fait le point avec Patricia Oumouetia. Et de 7 pour le CITA. La 7e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan promet un avant-goût de vacances et de dépaysement sur cet espace justant le boulevard de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Quelques 40 000 visiteurs sont attendus jusqu'à lundi. Au total, le culturel, le balnéaire, la tradition, l'écotourisme et le patrimoine seront les 5 atouts à faire valoir par la Côte d'Ivoire au CITA 2017. Nous sommes plus sur le Golf Hotel et ce lieu destiné effectivement à l'exposition
sera pour nous un lieu festif d'abord d'une part, mais aussi attractif pour que chaque région de Côte d'Ivoire présente ses spécificités touristiques. Et nous sommes heureux de voir que les pays africains ont adhéré à ce hub de développement touristique où on vient faire la promotion de son pays. Cette année, il est devenu 2 fois plus professionnel et chacun va trouver la substance pour implémenter effectivement le côté économique du tourisme en Côte d'Ivoire. Mais en attendant, les travaux avancent. Les 8000 m² d'espace d'exposition couverts vont réunir environ 150 exposants. 7 grands chapiteaux, plus de 130 stands de 9 à 80 m², 5 salles de conférence, une salle presse, une salle VIP et bien sûr un podium pour les concerts. À la veille de l'ouverture du salon, les employés s'occupent des finitions. On dira qu'on est pratiquement à 99% parce qu'aujourd'hui c'est de la finition, c'est de la révision, c'est du mobilier à mettre. Donc en termes d'abri, à ce niveau, tout est bon. Les tours opérateurs, les agences de voyage en provenance du Maroc, du Mali, du Burkina Faso et les professionnels nationaux s'activent pour l'aménagement de leurs stands. Diakité, exposante venue du Tchologo, déplore cependant le coût élevé des stands. Le stand est passé du simple au double. L'année dernière, c'était 500 000. Cette année, c'est à peu près un peu plus d'1 million. Non, c'est un peu cher dans la mesure où on travaille sur un budget. Donc, on a budgétisé 500 000. On se retrouve avec le double. Donc, ça fait que déjà, c'est un peu difficile pour nous. On a été obligé de réduire le nombre de participants. De la première édition en 2010 à la présente édition, le Salon ivoirien du tourisme s'est bonifié pour devenir le plus important salon de la sous-région. Demain, donc, l'ouverture officielle de la 7e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Le thème « Tourisme durable, un engagement nécessaire pour l'Afrique ». Hissène Habré a été définitivement condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité. L'ex-président tchadien Hissène Habré, déjà condamné en 2016, a été fixé sur son sort ce jeudi avec l'annonce du verdict de son procès en appel devant un tribunal spécial africain. Hissène Habré a été définitivement condamné donc à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Pour terminer, cela fait 100 jours que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à la tête du gouvernement. Un premier bilan s'impose ce soir après le journal de 20h, une émission spéciale. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.